Bonjour, bienvenue à IFAL Entrepreneurship, l'émission web présentée par Artissimo. Le concept IFAL s'adresse aux acteurs du secteur des industries créatives dans l'objectif de rassembler les professionnels de la culture, les entrepreneurs culturels, les artistes, les opérateurs économiques, les institutions publiques, privées, nationales et internationales pour comprendre, échanger, promouvoir et développer un écosystème favorable à l'émergence de ce secteur. Sachez qu'après 21 ans d'existence, Artissimo Hub développe de nouvelles activités dont le but est de vous aider à faire de la culture votre métier et de la créativité votre profession. Comment? En développant vos compétences entrepreneuriales et managériales, en élargissant votre réseau professionnel, notamment avec des chefs d'entreprise, en bénéficiant d'activités de développement personnel et en accédant à un espace pour promouvoir vos créations. Par ailleurs, le Hub s'adresse aux entreprises qui misent sur la créativité pour dynamiser leurs équipes, impulser leur motivation et surtout renforcer la communication entre collaborateurs. Comment? À travers des workshops créatifs, des team building, des formations et des événements inspirants. Le sujet d'aujourd'hui porte sur l'industrie de la mode à travers les collaborations possibles entre les marques internationales et les créateurs locaux. Prêt-à-porter, création algérienne versus marque internationale. Pour ce faire, j'ai le plaisir d'accueillir Amor Guelil, styliste, designer et créateur de mode, et Monsieur Riyad Nia, représentant des marques Jennifer, Celio, LC Waikiki, 123, Etam et Indis. Bienvenue, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Merci aussi à Nejwa qui sera avec nous pour animer cette rencontre. Alors, Amor, donc vous êtes créateur, designer, à votre actif plusieurs collections et défilés de mode, donc notamment Bleu Capricieux, La Grisaille, numéro 16, Black 10, et vous avez aussi lancé une collection de prêt-à-porter dénommée Riem. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette expérience? Oui, alors Riem, avant qu'elle soit une collection, déjà c'était une marque. Enfin, j'ai toujours exercé ce métier depuis déjà 10 ans et j'ai toujours été dans la couture. Donc, c'est-à-dire option couture, c'est-à-dire c'est un vêtement qui est fait sur mesure. On crée le thème, on essaye de créer le volume, les couleurs, les textures. Et après, on commence à ajuster ce vêtement sur une silhouette. Ça peut commencer par une silhouette et arriver à la cliente. Après, j'avais pensé de lancer un projet de prêt-à-porter. Et c'était carrément une nouvelle marque intitulée Riem. D'où vient Riem? Enfin, je voulais faire un petit clin d'œil à la culture algérienne, spécialement algéroise. Le Riem, ces douces algéroises, ces belles gazelles. Dans la poésie algéroise, on retrouve certains artistes qui évoquent ce mot le Riem et ces belles algéroises qui défilent sur les rues de la Casbah avec ce hayek. Et j'ai trouvé l'approche très intéressante. Et l'idée était donc de créer une ligne de prêt-à-porter en ouvrant une boutique ou en vendant en ligne? C'était de la vente en ligne ou plutôt une boutique Alors, à un certain moment, on a commencé par Internet déjà, c'était en ligne. Et puis, je faisais un système de vente privée. Donc, l'idée à cette époque était à chaque fois d'aller vers un espace insolite et créer des ventes privées autour. Donc, histoire de rester un peu éphémère. Et j'aimais bien cette idée d'à chaque fois changer d'espace et voilà, donc, et c'était très intéressant parce que beaucoup ont aimé et apprécié l'idée de à chaque fois en changer d'espace et à chaque fois… Alors l'espace c'était pour le défilé j'imagine, mais c'était aussi pour la vente, c'est ça? Oui. Donc pas de boutique physique au départ, ou c'était en projet? Non, c'était en projet. On voulait vraiment aller… vers la boutique, commencer exactement. par visiter des espaces pour aller à la rencontre des clientes et ensuite, mais avec l'objectif d'ouvrir une boutique. Parce que l'idée était de voir le potentiel de cette nouvelle marque aussi. Bien entendu. Donc, parce que c'est notre politique. Moi, j'ai toujours été dans l'esprit couture. Et quand on va vers le prêt-à-porter, c'est notre stratégie, c'est notre politique. Donc, cette histoire de voir le potentiel de
de cette nouvelle marque et de voir comment elle se comporte dans le marché algérien parce qu'elle avait en fait une identité algérienne. Alors, c'était adressé à quelle cible? Donc, par rapport à l'âge, est-ce que c'était plutôt jeunes adultes, adultes bien ancrés? Oui. Enfin, moi, j'aime pas, c'est-à-dire, j'aime pas positionner mon vêtement entre une catégorie d'âge. Je crée mon vêtement, j'imagine une femme, hein, qu'elle peut avoir 18 ans comme elle peut avoir 60 ans. Et chaque personne s'adaptera avec mon design. Moi, je trouve que c'est ça. J'aime pas mettre un vêtement pour un certain âge. Enfin, je trouve. D'accord, donc c'était plutôt voilà, ouvert sur l'âge. Par contre, c'était des collections qui étaient plutôt sportswear, plutôt chic, plutôt tenue de travail, ou bien tu avais l'intention dans ce projet-là de travailler sur les différents thèmes Je vais dire vêtements. plutôt facile à porter. Je reviens toujours à l'idée du vêtement couture. Généralement, c'est un vêtement qui peut être difficile à porter, c'est-à-dire on ne peut pas le porter quotidiennement. Enfin, je connais des personnes qui peuvent être en haute couture quotidiennement, qui voyagent en haute couture. Mais l'idée, en fait, pour revenir au prêt-à-porter, je voulais qu'il soit un vêtement facile à porter, qui me représente, qui ait un côté élégant, un côté raffiné, un côté couture. Hein. À un certain moment, on allait vers des matières peut-être soyeuses, on allait vers des détails. Et c'était l'idée, en fait, d'offrir ce côté un peu couture. Entre les deux, quoi. Exactement. Okay. Enfin, c'était l'idée. Et alors, dans ton étude, par rapport justement aux vêtements prêt-à-porter, est-ce que pour lancer une ligne, finalement, c'est onéreux? Quel type d'investissement il faut faire pour lancer une ligne de prêt-à-porter? Enfin, ça dépendra, il me semble, de l'échelle du projet. Oui. On peut parler déjà de ton expérience et peut-être, voilà. Il faut dire que c'est vrai que pour nous, c'était un projet test. On voulait voir le potentiel de cette marque. Donc l'investissement n'était pas un investissement très important parce qu'à un certain moment, quand on a commencé à faire l'étude de ce projet, on a trouvé des difficultés en matière de main-d'œuvre. Il me semble pour réussir, c'est ça le challenge, et pour réussir une marque de prêt-à-porter, on doit avoir une main-d'œuvre super qualifiée, je vais dire bien super qualifiée. Pourquoi? Parce qu'on peut avoir des ateliers bien équipés, mais quand on arrive à l'étape, on peut avoir un bon créateur, hein, on peut avoir des studios de créa qui peuvent créer, qui peuvent imaginer, qui peuvent rêver, mais quand on arrive aux vraies choses, c'est la réalisation et la finition et le montage du produit. C'est à ce moment où nous avons rencontré des difficultés. Du coup, vous faisiez la création et en général, pour la mise en œuvre, vous faites appel à des ateliers de confection. C'est ça? Et là, en fait, on peut prendre le projet de deux manières. Soit on délègue à un atelier de confection pour la réalisation. Je pense que c'est un peu l'expérience des marques internationales. Oui, on va en parler. Ou bien soit on décide d'être sur toute la chaîne, donc de la création à la confection. Et là, c'est un atelier à une unité de confection à gérer, c'est ça? Quelles sont les meilleures pratiques? Oui, en fait, pour notre projet, quand même, on n'est pas parti vers des ateliers pour créer ce vêtement. Ce que j'avais fait, j'ai essayé de regrouper toutes mes couturières et essayer de créer mon propre atelier, parce que même l'échelle, elle n'était pas... oui, c'était pas industriel. Exactement. D'accord. Donc, mais c'était un challenge pour moi et pour mon équipe, parce qu'en fait, on a toujours eu beaucoup de temps pour finir notre vêtement, on a toujours été dans cette approche de bien imaginer, de bien finir, mais quand on va vers rentabiliser le projet, il y a le temps qui rentre en question. Donc par jour, combien peut-on finir des pièces par jour et là, à un certain moment, on ne pouvait pas arriver parce que le système de finissage, à un certain moment, n'était pas très bien et surtout qu'on travaille avec des matières soyeuses. Donc, je pourrais dire que quand même, on a rencontré beaucoup de difficultés. Donc, les centres de coûts les plus importants, c'est la main-d'œuvre, c'est ça?
Qu'est-ce qui coûte le plus cher en fait? Non, 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 ça dépendra, je dis toujours, ça dépendra de l'échelle du projet. Donc, ce n'est pas la main-d'œuvre. C'est vrai qu'aujourd'hui, toutes ces grandes marques sous-traitent dans des pays où la main-d'œuvre n'est pas très chère, il me semble, et c'est ça enfin, la réussite de toutes ces marques, parce que quand même, quand on va vers un vêtement prêt-à-porter, disons, haut de gamme, là, par exemple, c'est pas le même, enfin, c'est pas la même échelle. Exactement. Donc, mais il me semble, pour réussir ce genre de projet, il faut vraiment aller vers une main-d'œuvre qui ne va pas prendre beaucoup et qui ne va pas coûter beaucoup à la marque. Alors, on va échanger un peu sur cette question avec Riyad Nia. Alors, merci d'être parmi nous. Alors, vous avez déjà une expérience dans le domaine de la confection. Exactement. Et aujourd'hui, vous êtes représentant donc, des marques Jennifer, Celio, Etam, 1, 2, 3. Et donc, c'est de l'importation, mais vous connaissez les métiers. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça se passe pour ces marques multinationales entre la création et la fabrication? En fait, bon, je rejoins Amour sur la fabrication et la création. C'est vrai que l'élément le plus important, c'est l'humain, c'est la main-d'œuvre. Et là, actuellement, sur nos marques, tout se fait en Europe, par exemple la création des modèles, le coupage des patrons, tout se fait sur place en Europe, on crée tout ça en Europe et on délègue après la fabrication sur l'Asie ou sur quelques pays voisins, tant que la Tunisie, le Maroc, la production de ces produits. Donc on va vers ça pour minimiser les coûts de la main-d'œuvre. On va sur l'Asie, sur les pays du Maghreb où la main-d'œuvre est moins chère. Donc ça se fait, tout se délocalise vers ces pays. Alors est-ce qu'elle est moins chère, mais elle est aussi peut-être bien formée ou finalement le plus gros du travail se fait au niveau de la création? Vous savez, elle est moins chère, bien formée et surtout encadrée. Parce que quand vous avez ces marques-là, c'est vrai qu'ils délèguent la production sur l'Asie ou sur le Maghreb, mais ils ont des gens, ils ont des agents qui travaillent pour eux, pour encadrer cette main-d'œuvre, pour ne pas faire du n'importe quoi, pour ne pas faire en fait, il y a un cahier de charges qui se met d'accord avant qu'on commence la production des produits. Il y a un cahier de charges qui se met d'accord à l'avance et il y a des gens qui suivent ça, qui encadrent ça plutôt. Qui encadrent ça. Ce qu'on appelle les chefs d'atelier. Les chefs d'atelier, exactement. Oui. Voilà. D'accord, ok. Et ces chefs d'atelier qui sont généralement envoyés de la marque, de la maison mère, c'est des Européens. Voilà. Oui. Pour encadrer ça avec les autres. Et les créations, alors, les créations, du coup, sont faites par des Européens. Exactement. Donc, les tendances qui sont lancées sont européennes et elles sont destinées à tous les continents et tous les pays. Est-ce que vous, en tant que représentant de ces marques en Algérie, vous avez une idée un peu des besoins des clientes ou des clients algériens? Est-ce que ce qui est proposé par ces marques-là correspond au goût des Algériens, où il y a un travail sur les tendances qui s'adaptent un peu, qui se localisent, si vous voulez, qui se contextualisent par rapport à la région? Au fait, au tout début, quand on a commencé avec ces marques-là, c'est vrai qu'on a eu des difficultés sur le style, sur la découpe des vêtements, sur la longueur. Donc après, au fil des années, après 1 an, 2 ans, on a pu... Comme le marché algérien, c'est un marché très important. Oui. L'Algérien et l'Algérienne, c'est de gros consommateurs. Oui. Donc on a pu imposer ça à certaines marques. Je dis par exemple sur la marque Jennifer, on a pu imposer de mettre des jupes longues pour la consommatrice des femmes voilées, des gilets longs, des pulls plus ou moins amples pour que la femme algérienne, la femme méditerranéenne, parce que par rapport à nos traditions, par rapport à notre culture, il y a des spécifiques plus ou moins. Comme le marché est très important, ces marques, elles sont à l'écoute. Elles ne sont pas là fermées, c'est ça, on ne peut pas faire autrement. Ils sont à l'écoute, ils sont là pour satisfaire un besoin du marché local.
D'accord, ok. Et est-ce qu'on peut imaginer que la fabrication, au-delà pourrait un jour se faire en Algérie? Est-ce que c'est quelque chose qui est envisageable? Quels sont, alors, soit la fabrication, soit des ateliers de création. Est-ce que c'est en Algérie ou par exemple dans des pays du Maghreb? Voilà. Ouais, bien sûr que c'est très envisageable parce que déjà avant, on avait un tissu industriel textile en Algérie. Avant, on avait des ateliers, il y avait des usines, il y avait de la main-d'œuvre, il y avait de la main-d'œuvre très riche, il y avait de la création. Mais avec le temps, c'est parti, c'est avec l'importation sauvage, ouvert des frontières. Donc ça a cassé tous ces fabricants, tous ces créateurs. Mais on a de la création, on a des gens créateurs, on a un exemple devant nous. À moi, par exemple, moi, la première fois quand j'ai vu ce qu'il fait, j'étais agréablement surpris. Je ne m'attendais pas qu'on avait des talents dans le prêt-à-porter. D'ailleurs, même avec lui, on s'est vu une fois ou deux fois pour essayer de collaborer sur ça. Mais je pense dans un futur très proche, qu'on pourra travailler avec d'autres créateurs algériens. Bien sûr qu'on pourra très faire. On a des gens de talent qui font d'excellent travail. Alors, je sais, en ce qui concerne la marque Jennifer, je sais que justement, ils sont dans une démarche de faire des collaborations. Ils en ont fait récemment avec Bilal Hassani, avec Lena Situation. Comment ça se passe, ce type de collection et ce type de collaboration déjà à l'international? Est-ce que c'est la volonté d'aller sur une création de jeunes, la volonté de faire du local alors que ce sont des entreprises multinationales, ou est-ce que l'approche vient du fait que ces personnes-là sont des influenceurs ou des influenceuses et qu'ils peuvent apporter une visibilité à la marque? Qu'est-ce qui justifie le choix de telle ou telle collaboration en général? Actuellement, ce qui justifie vraiment ces collaborations, c'est les influenceuses. C'est très bien. Actuellement, le poids et comment dire, l'influenceur ou l'influenceuse qui porte sur une marque, c'est très très important. Donc, mais à moi, on a déjà commencé ce travail-là, d'essayer de collaborer avec lui. Malheureusement, ça ne s'est pas concrétisé avec la pandémie actuelle, mais je pense que très prochainement, quand les choses reviendront à la normale, on fera un collab avec Jennifer, parce qu'on a déjà commencé les discussions, ils ont vu ce qu'ils ont fait. D'accord. Ça serait un beau projet en tout cas. En fait, on a déjà le contact que j'ai eu avec Jennifer en leur disant pourquoi on fait uniquement des collabs, l'importation ou des créateurs étrangers. On a de jeunes créateurs. C'est ça. C'était ça. Oui, on est ouvert à ça. Si vous avez des propositions des créateurs qui peuvent faire ce qu'on veut, le prêt-à-porter facile à porter, je le rejoins, parce que pour faire une chaîne pour fabriquer en chaîne, il faut du prêt-à-porter facile à porter. Tout à fait. Des vêtements faciles à porter. Donc, ils ont vu ce qui fait à moi. Ils étaient très très intéressés. Même on a commencé des démarches pour commencer ce projet-là. Bon, ça veut dire qu'à l'avenir, là, ça pourra se faire. Ça pourra se faire. Moi, la question que je souhaite poser, moi, en tant que designer, est-ce que ce genre de marque, le jour d'aujourd'hui, parce qu'on connaît tous le destin de la mode aujourd'hui, est-ce qu'il s'intéresse à ce type d'influenceuse? Et on s'en fout qu'elle soit liée à la mode, juste pour créer le buzz. Parce qu'il me semble, aujourd'hui, tout le monde peut faire la mode, tout le monde peut être créateur. D'ailleurs, à un certain moment, j'avais échangé avec des personnes qui possèdent des grandes écoles de mode. Aujourd'hui, on se pose la question, est-ce qu'on peut mettre autant d'argent dans une école de mode, ou ou plutôt mettre cet argent en marketing. Exactement, l'investir, exactement. Donc moi, quand je vois par exemple Rihanna qui lance une marque de vêtements, elle fait le buzz en sachant que Rihanna, elle ne sait même pas comment coudre un bouton. Enfin, mais quand je vois ses collaborations avec ses influenceuses, ses influenceurs, donc il me semble, la mode n'appartient plus forcément à ceux qui la font. It's about entertainment. Il me semble, aujourd'hui, le talent ne prime pas.
Ouais. il me semble. Hein. L'époque d'Yves Saint Laurent, l'époque des années 70, cette scène de la mode était réservée pour les talentueux. Oui, mais aujourd'hui, les choses commencent à se banaliser. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Il me semble, on se pose tous ces questions. Est-ce qu'aujourd'hui, on s'intéresse à un créateur parce qu'il est talentueux, ou on s'intéresse à une personne qui fait l'intéressant sur des réseaux comme Instagram et autres, et faire le buzz avec. Je pense que la réponse là-dessus, le post-Covid va peut-être régler. On rentre dans un monde qui va être, je pense, moins superficiel, et il y aura plus de chances à l'avenir, en tout cas nous on le souhaite, de mettre en valeur la création plutôt que le marketing, même si ça va ensemble. Mais du coup, lorsque justement on travaille sur une collection, quelles sont une collection, donc d'un point de vue de la créativité, quels sont les métiers qui gravitent autour du montage d'une collection, que ce soit pour du prêt-à-porter ou de la haute couture en général? Enfin, ça dépendra, il me semble, de la complexité du travail. Bien entendu, on commence par créer l'inspiration déjà, aller vers l'inspiration, avoir déjà une identité. Il me semble que c'est très important parce qu'on va reconnaître et on va voir ça à la fin de l'ouvrage. Mais nous avons des ateliers tailleurs, nous avons des ateliers flous, généralement, donc le chef d'atelier tailleur qui se spécialise dans le tailleur, et nous avons le chef d'atelier qui s'occupe du flou. Donc le tailleur, c'est le tailleur, et le flou, donc c'est cette façon de voir le vêtement d'une façon floue. Donc le montage se fait sur le stockman généralement, tout ce qui est drapé, on le fait sur le corps par exemple de la cliente. Tout ça est intitulé comme atelier flou. Après, nous avons les perleuses, par exemple. Nous avons les plumassiers. Ça dépendra en fait de la complexité du travail et aussi de l'identité de la marque. Donc, par exemple, on a tendance à voir des marques qui excellent dans la broderie, donc ils sous-traitent, par exemple, chez de grands ateliers qui font la broderie, Le Sage, par exemple Chanel travaille beaucoup avec la broderie. Par exemple, Jean-Paul Gaultier, il travaille beaucoup avec les plumes, donc il a un étage où on fait que les plumes. Là, tu es dans la haute couture, oui. Alors, oui, vas-y. Oui, il y a par exemple Fendi, le FF fourrure folle. Donc, nous avons un étage où on fait que la fourrure. Donc, ça dépendra, il me semble, chaque marque, elle doit avoir une équipe propice au travail et à l'identité. Mais pour revenir au prêt-à-porter, il me semble, tout le travail se fait dans des studios de créa. Donc, on s'inspire des défilés, on s'inspire des grandes collections. Oui. Et puis, on essaye de s'adapter par rapport à la segmentation de chaque marque. Alors aujourd'hui, on voit justement, en Europe notamment, où chaque année on met une couleur en lumière. Une année c'est le jaune, une année c'est le vert, une année. Donc ça, ce sont les bureaux de création ou c'est le marketing? Comment ça se passe en termes de lancement de tendance en général? La marque, la mode se fait par les créateurs. Donc c'est des gens comme Amour, c'est des gens comme Chanel, c'est des gens comme Dior, c'est eux qui créent la mode. Les marques, elles font on peut dire, c'est un peu exagéré, du copier, coller, elles reprennent moins les cher. éléments essentiels. Voilà, ils s'adaptent au budget du consommateur. Mais sinon, toutes les marques, d'ailleurs, on a on a des rendez-vous 2-3 fois par an chez nos marques pour voir ce qu'il y a, la prochaine mode. Par exemple, là, sur l'été, déjà on sait ce qu'il y a comme tendance pour la couleur, sur le vêtement, sur la découpe, sur la longueur des vêtements maintenant, parce qu'on a plein de découpes sur nos jeans. Donc ça fait, il y a les créateurs qui font la création et les marques font la production.
Je me retourne vers toi, Najwa. J'aimerais savoir qu'en est-il de la création algérienne, de la création de mode dans le monde arabe. Quelles sont les tendances, qui sont les créateurs les plus connus, en tout cas qui font parler d'eux. مالغري كو عرفنا بلي 2020 كانت فيها كورونا ايتو والعالم كله تضرر، باغ كونتخ كانوا في اسماء باقيه في المراتب تاعها ونجحت بزاف، منهم المصمم اللبناني المعروف إلي صعب اللي دا مؤخرا يعني اللي نال لو ميور بري في مهرجان الجونة السينمائي وفي مهرجان القاهرة اللي كان دا أفضل لقب مصمم عالمي في الوطن العربي. أيضا عندنا مصممة الأزياء التونسية واللي كانت أطلقت مؤخرا المجموعة تاعها اللي استوحتها من زي الغجري، حنان القش، وخاصة أنها تأثرت بزيارتها الأخيرة للمكسيك وحاولت أنها تصمم دي غوب ودي تطلق مجموعة جديدة تحكي فيها على رحلتها للمكسيك وفي نفس الوقت تطلقها للمرأة العربية. المصممة أيضا الجزائرية صباح كادينا فاشين واللي مؤخرا دت أفضل جائزة كمصممة أزياء عربية وتعرفت بوكو بلوس باسكو لبست كامل طاقم مسلسل اللي دا أول بري في رمضان 2020. Donc à travers la série هذيك la série اللي جازت elle a habillé en fait les acteurs et elle a introduit un peu l'habit تاع ناس الجزائر. في نفس الوقت هي كانت حاولت انها تعرف بالتراث الجزائري وحتى انه في فنانات وفنانين ما يعرفوش يعني التراث تاعنا في الجزائر، كانت روجت ليه وعرفت بالموروث الثقافي الجزائري. عنا زهير مراد المصمم ازياء العالمي واللي قدر انه يكون عضو في غرفة صناعة الأزياء في باريس. دونك زهير مراد parmi les meilleurs créateurs de mode et stylistes في le monde arabe. عنا أوسي مصممات يعني جدد ظهروا في ساحة الأزياء والموضة واللي كانوا شاعوا بزاف ديرنيغمون واللي كانوا حضروا حتى في مجلات عالمية كفوغ ويعني المجلات المهتمة بالموضة والأزياء. نشوفوا بعض الأسماء كانت منهم جزائرية اللي هي أصلها جزائري ولكن عاشت وولدت في فرنسا، اسمها فايزة بوغوسا. فايزة بوغوسا تستوحي ملابسها من الملابس التقليدية، يعني لا مارك تاعها هي عبارة عن عباءات وفي نفس الوقت عبارة عن دي غوب توال واللي كانت لبست لا غوب تاعها ديرنييرمون كانت لبستها المغنية بيونسي، لبستها وروجت اكثر للعمل وتعرفت بها في الكليب تاعها مؤخرا. عندنا ايضا مريم سباعي وهي مصممه ازياء اصلها سوري ووقعت مؤخرا مجموعه اطلقتها في اسبوع الموضه في دبي 2020 وفي لونسمون تاع لونسمون تاع المجموعات الجديده تاع 2021 تاع خريف شتاء وربيع صيف 2021 واللي كانت تستوحي ملابسها من تصاميم لانها هي يعني كانت سوريه لكن عاشت في بريطانيا، كانت متاثره بزاف بالثقافه السوريه وبالمجتمع السوري بالثقافه العربيه، فكانت تطلق ازياء للمحجبات فقط، يعني كانت تطلق فساتين ولباس واسع تستوحيه من الثقافة السورية. Oui. Qu'est-ce qu'il y a eu comme événement en 2020? Parce que la pandémie, tout s'est arrêté. Est-ce qu'il y a eu quand même des choses qui ont été faites في 2020؟ Oui. كان مؤخرا في أكتوبر أواخر أكتوبر من 20 حتى 24 أسبوع الموضة في دبي واللي كانوا أطلقوا فيه دبي عاصمة للموضة في الوطن العربي، باسكو نشوفوا بلي دبي مؤخرا احتضنت هذه الفعالية مالغري لا بانديمي مالغري الكورونا ايتو، بس نشوفوا بلي أطلقت مجموعتها افتراضيا على مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، وفي نفس الوقت كان الحضور مقتصر فقط على المصممين وعلى بعض المختصين في مجال الازياء والموضه، وفي نفس الوقت تم اطلاق الكثير من المجموعات راح نتحدثوا عليها من بعد ان شاء الله. D'accord. Alors, on a parlé justement de ces
de ces Algériens qui font la promotion du patrimoine Tana à travers justement, que ce soit des événements ou à travers d'autres secteurs des industries de la culture. Est-ce que, d'après vous, en tant que distributeur de cette marque-là, donc vous aviez dit tout à l'heure que vous observiez qu'il y avait de la créativité, qu'il y avait des talents, notamment à mort, qu'il y avait des projets éventuellement de collaboration, mais quel est votre regard sur peut-être la mode algérienne? Est-ce qu'on arrive suffisamment à l'exporter? Est-ce que l'image de la femme algérienne ou la jeune algérienne, quelle que soit dans toute sa diversité, est suffisamment vue à l'étranger? Est-ce qu'on devrait faire un travail dans ce sens? Est-ce que vous, à travers justement la distribution de ces multinationales, c'est quelque chose auquel vous pensez ou pas nécessairement? D'exporter la mode algérienne, je pense que le jeune algérien s'appuie déjà très mode, donc il est très branché question mode. Donc le jeune algérien, ما عندنا كما نقولوا بالدارجه تاعنا ما نعلموا question تاع موضه ولا برونشي ولا tout ce qui se passe à travers le monde. Donc bien sûr tout ce qui se fait par nos créateurs, il peut s'exporter très facilement vers l'Europe. Avec des exemples, c'est des 3 ou 4 personnes, c'est des créateurs algériens qui s'inspirent de notre culture, notre taqalid pour créer leur mode à travers le monde entier. Ils peuvent s'imposer dans des festivals, voilà, ou des événements internationaux. Fait Dubaï ou fait Paris. Donc le créateur algérien, l'exemple vivant, c'est un créateur algérien, il arrive à exporter sa touche, sa mode, le savoir-faire très facilement. Donc on n'a pas envie d'autres personnes ou d'autres pays. Donc on est déjà dans la mode. Oui. Voilà. Et alors le regard du créateur m'intéresse. Est-ce que la marque, donc Amor Guellil, peut, d'après toi, est-ce que tu pourrais, si tu le souhaitais, exporter ton travail à l'étranger? Quels sont plus ou moins, soit s'il y a des difficultés, quelles sont les entraves à ce développement international de ton point de vue, et comment peut-être il faudrait y remédier pour que toi en tant que créateur tu sois connu, mais aussi que la mode ou le patrimoine algérien vestimentaire soit un peu plus connu ou reconnu. Aujourd'hui, par exemple, nous avons, il y a le fameux karakou, il y a les djebbettes qui peuvent être, toutes ces tenues traditionnelles sont en train de se moderniser, sont en train d'être on va dire, mises au goût de la vie moderne aujourd'hui. Mais est-ce qu'on sait aujourd'hui que le karakou est algérien? Enfin, il me semble que c'est ça l'intelligence et la subtilité du designer. Parce qu'il faut dire que dans le monde, une femme cosmopolite ne veut pas ressembler à un sapin de Noël. On peut, c'est-à-dire, s'inspirer du folklore algérien. Moi, j'ai toujours dit algérienne, mais pas folklore. D'ailleurs, quand j'avais créé ma collection numéro 16, c'était la thématique de la collection. Alors, il me semble l'intelligence, c'est de pouvoir s'inspirer du folklore sans tomber dans le déguisement. C'est-à-dire, et avec cette intelligence, on va synthétiser le vêtement pour qu'il soit épuré, facile à porter et qui va pour toutes les femmes du monde. C'est-à-dire, il y a des codes stylistiques à respecter. Et moi, en fait, j'ai toujours travaillé comme ça. Je suis algérien, je suis née dans ce pays. Donc, au fond de moi, il y a toujours cette femme algérienne, mais une femme algérienne qui peut être partout dans le monde, dans toutes les capitales de la mode. Et j'ai toujours travaillé avec des senteurs, c'est-à-dire mon vêtement, quand on le voit, il est typiquement occidental, mais il respire l'algérienne. Et il me semble que c'est ça l'intelligence. Et c'est avec ce genre d'intelligence
où le designer pourra peut-être éventuellement proposer sa vision, qu'elle soit algérienne, qu'elle soit arabe, et partout dans le monde. Elissab, par exemple, tu avais évoqué l'exemple d'Elissab. Elissab, aujourd'hui, il est devenu parisien. Quand il a débuté, c'était les robes sirènes, rococo, brillantes, un peu kitsch à Mango. Aujourd'hui, il est devenu parisien. Donc, il a la petite touche parisienne quand on rentre dans sa boutique à Elissab, partout dans le monde. Elle évoque ce raffinement, cette façon de voir la mode à la parisienne. Et moi, je trouve, il me semble que c'est la seule façon de pouvoir exporter une culture. Mais il exporte, même si ces robes aujourd'hui sont parisiennes, il exporte aussi, il fait parler aussi du Liban. Il met en lumière, c'est-à-dire il est quand même un ambassadeur du Liban et du way of life à la libanaise. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faudrait en Algérie que l'on fasse ou qui se fasse pour qu'un créateur puisse d'abord se développer à l'international? Comment accompagner un créateur à l'international afin qu'il ait d'abord la reconnaissance en Algérie, c'est souvent comme ça que ça se passe en fait, et le considérer comme un ambassadeur de l'Algérie. C'est aussi peut-être un travail qui n'est pas suffisamment fait chez nous. Déjà, le travail doit se faire ici, chez nous, d'abord. Oui. D'abord, il faut qu'on crée des ateliers de création, des espaces de création, des défilés de mode, pour que ces gens-là puissent être connus, reconnus déjà chez nous. C'est un travail à faire, c'est le marketing, c'est les réseaux sociaux. Oui. Ça, c'est un élément. Maintenant, les réseaux sociaux, ils ont un dor kbir. Et ça facilite la tâche comme Amour de se faire connaître dans les 48 wilayas en un mois, en 2 mois. Donc, mais le travail le plus important doit se faire chez nous d'abord. On peut aider nos jeunes créateurs. Si on attend des corners dans nos magasins, comme on a des réseaux de magasins très importants dans plusieurs wilayas. Un corner dédié pour s'exprimer, le client, le consommateur algérien, il sait je connais Amour, qu'est-ce qu'il fait, c'est quoi sa touche. Il y a des gens, on se connaît, les gens, le prêt-à-porter, on a cette volonté d'aider nos jeunes créateurs, on a cette volonté. Mais là, aussi, il faut qu'ils se manifestent. Parce qu'il y a des créateurs, ils ont un savoir-faire, mais en fait, c'est le lien. Dans l'anonymat total. Voilà, tout à fait, c'est le lien. Je m'excuse. Amour, عرفته في كما نقولوا احنا par hasard. نهار تعرفت عليه قالنا c'est un créateur, bon, كما نقولوا احنا on n'a pas حبسناه. Mais quand دخلت, j'ai vu ce qu'il fait sur sa page Facebook, j'étais agréablement surpris qu'on a des créateurs ou des jeunes, des talents algériens, ils disent هادشي parce que كما نقولوا احنا on a tendance نحقروا روحنا. Oui, c'est ça. C'est un peu la... C'est ça le مشكل تاعنا. On a tendance نحقروا روحنا, نحقروا l'Algérien, on a des capacités, on peut faire quelque chose. On peut recréer cette industrie اللي كانت ماشي حاجة معجزة. داروها nos voisins à côté, la Tunisie, bien sûr, qui n'ont jamais perdu ça. On peut recréer ça. Et est-ce que vous pensez, parce que vous savez, nous par exemple à Artissimo, on a toujours été un peu un lien, en tout cas avec les artistes et avec les créatifs. Et là, on met en place ce lien-là avec le monde de l'entreprise. Et notre objectif aujourd'hui dans le Hub, c'est justement de relier les entrepreneurs, les opérateurs économiques avec ce milieu de la créativité. D'après vous, est-ce que parmi les investisseurs, il y a vraiment une volonté de connaître les créatifs en Algérie?
par exemple, Artissimo pourrait faire pour susciter, parce que vous, j'imagine, vous allez sortir d'ici, vous allez reprendre votre travail, vous allez être pris par voilà, votre quotidien, vos chiffres, vos contraintes. Un artiste va reprendre aussi ses ateliers, mais il y a quand même justement en tout cas des ponts à créer entre les deux. Et nous, on se positionne pour jouer ce rôle. D'après vous, est-ce que parmi les opérateurs, vous avez eu la gentillesse, vous, de venir, parmi les opérateurs, est-ce qu'il y a une prise de conscience à avoir ou il y a une discussion, une sensibilisation à faire pour faire connaître la création algérienne? Aujourd'hui, on parle de mode, mais ça peut se décliner dans différents secteurs. Nous, dans le prêt-à-porter, on est prêt à aider nos gens créateurs. On peut les aider en leur dédiant des espaces pour présenter leurs produits, on leur facilite avec des conseils, avec plein de choses. Mais bien sûr, voilà. Ok. Après, il faut qu'il y ait... Après, la volonté aussi de ces créateurs. Ok, voilà. C'est super. Alors, je voudrais qu'on parle d'une expérience d'une Algérienne, donc Amira, qui, alors, elle, non seulement a créé sa marque de prêt-à-porter, mais elle a aussi fait découvrir une région que beaucoup d'Algériens ne connaissaient pas, donc qui est située à Adrar. Oui, donc Amira Tefrij, c'est une jeune Algérienne, créatrice de mode. Elle a lancé sa propre marque l'année passée. Donc, elle a une année, mais elle a lancé la marque. Amira Tefrij, elle a lancé la marque El Jawali. La marque El Jawali, l'idée جت من منطقتها أدرار وهي بنت منطقة اسمها أولف. دونك أميرة خيرت أنها تعرف بلا غوب الجوالي. الجوالي هي لا غوب بلانش تاع المرأة في أدرار. دونك قبل ما يجيو هذو كامل لي ستيل جدد تو ناس تولي تلبس لا غوب بلانش، المرأة في أدرار كانت كي تخرج نهار عرسها كانت تلبس هذه لا غوب الجوالي. دونك نخليو أميرة تحكي لنا على الاكسبيريونس تاعها في هذا لا فيديو، نشوفوها ونعاودو نرجعو. دونك مساء الخير، شكرا مرة أخرى لاهتمامكم بماركة الجوالي. دونك عندي السؤال الأول: ما هي التحديات التي تواجهك كمصممة في الجزائر؟ أول نقطة نأكد عليها أني أنا مش مصممة أزياء ولا دارسة تصميم، لأنه التصميم هو فن بحد ذاته. يعني أنا دراستي مختلفة تماما، ولكن شغفي وحبي للتراث الجزائري هو اللي خلاني نهتم اني اطلق ماركه للالبسه الجاهزه. ولكن نتمنى ان شاء الله غدوه من داك يكبر المشروع نتاعي اكثر، يكونوا عندي مصممين اللي يفهموا الرؤيه نتاعي والميساج نتاعي اللي حبيت نوصله للشعب الجزائري وممكن للامه العربيه ان شاء الله يا ربي، علاش لا. وكيفاش تشوفي عالم الموضه في الجزائر مقارنه بالعالم العربي؟ الصراحه انه العالم العربي مقارنه بينا احنا عندنا تنوع اكثر، لانه احنا الموروث الثقافي الجزائري اكبر وعميق، وإحنا نكتشف الجزائر بحد ذاتها قارة يعني. فنشوف إنه حظنا إحنا أفضل في ناحية الموضة. فنشوفهم حتى في الجزائر الحين المصممين الأزياء الجزائريين لامعين على المستوى الوطني وعلى المستوى العالمي. دونك أنا ديما نحب نأكد حاجة، أنه المشكلة مش مشكلة وطن، مش مشكلة منطقة معينة. حنايا مسؤولين على تطوير بلادنا. وانا بحد ذاتي يعني نشوف انه لما اخترت هذا المجال تاع الالبسه الجاهزه عندي مسؤوليه اني نطور هذا المجال. Moi j'aimerais savoir aujourd'hui sur tes projets, on en a un peu parlé, tu as plutôt envie de te lancer sur du prêt-à-porter de luxe. Est-ce que c'est quelque chose que tu as l'intention de concrétiser rapidement et quels sont les préalables pour que tu y arrives? Oui, c'est un projet. Déjà en Algérie, nous n'avons pas encore cette option prêt-à-porter de luxe. Et nous ça va être déjà une nouveauté dans notre marché. Peut-être on va commencer par faire des petites collections pour voir le retour. Et l'idée de toucher plus de monde, c'est-à-dire donner ce côté un peu accessible, surtout que j'ai toujours été dans sur-mesure. Généralement, on sait tous que quand il s'agit d'un vêtement sur mesure, il doit coûter un peu cher. Donc l'idée est de toucher plus de monde et de rester quand même accessible et avoir toujours cette attitude couture. Enfin, c'est des choses qui me ressemblent le plus.
D'accord. Moi, je me vois plus dans cette catégorie de prêt-à-porter, disons, haut de gamme. Après, l'idée d'aller vers à mort pour tous, pourquoi pas, je reste ouvert à toute proposition, ça va être un challenge pour moi. Et j'imagine que donc, dans ce type de projet, on est vraiment dans une démarche d'investissement. Oui. Il faudrait pouvoir bénéficier d'aide. Donc, quel type d'aide un projet comme celui-là devrait avoir pour pouvoir voir le jour? Oui, déjà, on a besoin d'offrir cette confiance à la production et la création locale. Déjà, il me semble que c'est ça qui va faciliter et aider des investisseurs à jouer le jeu, parce que est-ce qu'aujourd'hui, nous avons la culture de consommer algérien? Déjà, il me semble que ça commence à venir, mais on n'est pas encore arrivé que ça soit, c'est-à-dire qu'un investisseur, enfin algérien, ou local ou étranger, s'intéresse spécialement à la création algérienne. Il me semble, enfin aujourd'hui, on doit offrir cette confiance au talent, enfin algérien, au talent local. Oui. Et quel dispositif, d'après toi, parce qu'on aime être force de proposition à IFAL, quel dispositif pourrait être mis en place pour justement encourager la création algérienne à se développer? Il me semble la première des choses à faire le jour d'aujourd'hui, c'est de faire une étude de marché. Parce qu'il faut dire que peut-être le consommateur algérien passe par des périodes schizophréniques. Moi, je le vois avec mes clientes. Aujourd'hui, on peut apprécier, par exemple, le rouge. Le lendemain, on peut complètement le refouler. Pourquoi? Parce qu'on a tendance, il y a un travail psychologique à faire, parce que l'Algérienne type, elle n'a pas encore une personnalité pour assumer un style. Elle papillonne. À chaque fois, elle change de style. Et quand on voit, par exemple... C'est peut-être aussi notre force. Oui, et c'est le travail aussi des designers, il me semble, de structurer et de rendre enfin, chaque chose à sa place. Quand je vois par exemple dans les capitales de la mode, on commence de Armani privé jusqu'à H&M, c'est des avenues boutiques collées à l'autre et chacun va vers la marque qui l'intéresse. Moi, je trouve ça très intéressant parce que c'est avec cette discipline qu'on pourra éventuellement élargir le champ de création et avoir plusieurs marques existantes. Alors, bon, il faudrait aussi des financements, à pouvoir accéder au financement, j'imagine. Oui, oui. Donc, soit à travers des fonds, soit à travers des crédits auprès des banques, soit à travers des projets, par exemple, j'imagine que ça existe aussi à travers le CNAC ou l'ANSEJ. Je ne sais pas si des projets de telle envergure peuvent être pris en charge par, c'est une question d'ailleurs à poser, peuvent être prises en charge par ces dispositifs. Mais est-ce que, et ça sera ma dernière question, il ne faudrait pas que les professionnels que vous êtes n'ont pas aujourd'hui l'intention de s'organiser pour justement constituer une force, pour pouvoir justement accéder à ces financements, pour pouvoir peser dans cet écosystème, pour pouvoir négocier avec les opérateurs économiques? Y a-t-il besoin de s'organiser et dans quel objectif? Aujourd'hui, on en a parlé tout à l'heure, les collections ne sont pas forcément, il n'y a pas forcément de fréquence pour organiser des défilés de mode ou pour sortir des nouvelles collections. Est-ce qu'il n'y aurait pas ce préalable à travailler en amont pour pouvoir renforcer le secteur? Bon, il me semble que Zafira, aujourd'hui, on n'arrive plus à faire la différence entre un bon et un mauvais designer. D'ailleurs, c'est le destin de la mode aussi. On ne fait plus la différence entre le beau et le moins beau. Donc déjà, ça, il me semble que c'est un problème planétaire. Aujourd'hui, tous ces chercheurs qui travaillent sur l'industrie prochaine, on est en train de réfléchir au recyclage, par exemple, recycler tous les vêtements qui existent dans la planète et faire de nouvelles collections. Moi je suis porteur de ce genre de projet. Mais dans mon pays, il me semble... J'ai pas envie de dire qu'on n'arrive pas à se regrouper tous les designers en même temps, parce qu'aujourd'hui, moi par exemple, j'exerce ça depuis très longtemps. Aujourd'hui, face à moi, je trouve des nouveaux designers qui ne méritent pas l'appellation designer. Il faudrait peut-être créer, déjà, est-ce que créer un label designer, c'est-à-dire avoir la différence entre un designer, un couturier, un riad, etc. Ça, c'est très important. Ça va nous aider, il me semble, nous tous, les professionnels, à avoir chacun et son vrai statut. Il me semble,
ça demande une organisation déjà. Donc il y a beaucoup à faire. Alors ces questions-là, il serait intéressant qu'on en reparle parce que justement, ce qui peut favoriser l'émergence d'un secteur de la mode fort, c'est aussi remettre tout à plat pour voir un peu qui est qui fait quoi et comment travailler entre les uns avec les autres. Oui. Et je pourrais dire pour finaliser, quand j'ai eu l'expérience la marque Riem de prêt-à-porter, on a eu des difficultés avec le personnel. Pourquoi? Parce que face à nous, nous n'avons pas des designers qualifiés, nous n'avons pas des designers formés, diplômés. Nous avons des bonnes femmes, des femmes au foyer qui travaillent chez elles. Sur des modèles. Exact. Voilà. Donc même la communication, comment peut-on communiquer avec tout ce monde? Il me semble que tout ça, déjà, c'est un travail à faire. C'est un travail en soi, oui. Quand on commence à faire des remarques, il y a des gens qui pleurent, parce qu'en fait, c'est des personnes qui ne sont pas formées, en fait, qui ont l'habitude de travailler seules. Et là, ça peut être un handicap. Et donc, du coup, c'est un apprentissage, et pour un designer, c'est un peu compliqué. Exactement. Tout un programme. De toute façon, c'est un processus qui doit se mettre en place parce que nous aurions à gagner à développer ce secteur. Oui. Pour finir, l'agenda culturel, est-ce que tu peux, Najwa, s'il te plaît, nous parler de l'actualité culturelle et surtout des opportunités qui sont proposées aujourd'hui aux artistes et aux acteurs culturels? وي بيان سور زفيرة. دونك حاولت نجمع لكم أكبر قدر من المعلومات ولا المواعيد الثقافية والمسابقات في الجزائر ولا في الوطن العربي. ونبدو بأول مسابقة هو فتح باب المشاركة لكل المهتمين بالصورة الفوتوغرافية من خلال المسابقة الدولية للتصوير الفوتوغرافي واللي أطلقتها وزارة التسامح والتعايش بالإمارات العربية المتحدة من طرف معالي الشيخ نهيان المبارك النهيان، واللي كانت تحت شعار النخلة في عيون العالم. نخلة في عيون العالم في دورتها 12، مسابقة مفتوحة لكل بلدان العالم أكيد. وآخر موعد لاستقبال الطلبات والمشاركات هو يوم 15 فبراير، يعني 15 فبراير سي لو ديرنيي ديلي pour les candidates اللي حابين يشاركوا في هذا المسابقة. بيان سور كل التفاصيل وكل يعني الأشياء تشوفوها على يعني sur les réseaux sociaux, oui, sur des réseaux sociaux ou bien d'Artissimo et sur notre site. Voilà. في الجزائر إطلاق جائزة حبيبة محمدي للشعر من طرف الشاعرة نفسها وبالتعاون مع الأمانة العامة لمساعدة حركة شعراء العالم في الوطن العربي والجزائر تحت شعار الأم سيدة القصائد، واللي تم تحديد آخر أجل لاستلام المشاركة يوم 21 مارس القادم. لتوضيح فقط، الجائزة هي مبادرة فردية من طرف الشاعرة نفسها واللي تهدف من خلالها إلى نشر الإبداع والثقافة في وسط الشباب الجزائري. وللراغبين في المشاركة أكيد يلقاو الرابط على الموقع تاعنا ارتيسيمو وبيان يلقاوه اسفل الشاشه، يعني راح نخلي لكم الايميل وكل المعلومات حتى تقدروا تشاركوا في هذه المسابقه. اما بالنسبه للسينما وكل محبي يعني الفن السابع، ففي فرص تكوينات وفتح باب مشاركه في تمويل مشاريع الافلام والمخرجين الخاصه بشهر فبراير ومارس في مختلف الدول العربيه. كل هذه المعلومات تلقاوها في الصفحه الرسميه المنصة الإلكترونية تحيا السينما، الرابط أيضا تسيبوه في أسفل الشاشة. بهذا نكون ختمنا الفقرة الثقافية أو المواعيد الثقافية نهار اليوم. إن شاء الله تكونوا استفدتوا إن شاء الله. Merci beaucoup, شكرا. Merci à nos invités, merci Amor, merci Riyad. J'étais vraiment ravie. C'est une première que d'avoir un opérateur économique avec nous. N'hésitez pas à nous poser des questions via les réseaux sociaux si vous souhaitez avoir plus d'informations ou nous faire des propositions par rapport au développement du secteur de la mode en Algérie. Merci encore. N'oubliez pas que c'est IFAL, donc nous sommes dans l'action. Donc soyez acteurs avec nous et prenez l'initiative voilà, avec toute notre équipe. Prochainement, nous aborderons une autre thématique. Donc restez branchés. Merci.